Tu sais, je te fais des vidéos où je te parle de tueurs en série et je vais te parler de personnes qui ont tué 16 femmes, 5 enfants, 3 patients, 50 hommes. Et ces gens-là, ils sont dans la presse des tueurs en série, des monstres, des psychopathes, les gens les maltraitent, etc. Mais on vit quand même dans un monde dégueulasse où quand un président prend une décision et va tuer des centaines de milliers de personnes, voire des millions de personnes, et ben lui, il n'y a rien du tout. Lui, c'est pas un tueur en série. Les marchés boursiers et les traders qui augmentent les prix des denrées alimentaires et qui provoquent des famines dans les pays pauvres d'Asie et d'Afrique, eux, c'est pas des tueurs en série. Et pourtant, ils tuent aussi, peut-être plus que des tueurs en série. Je veux dire, un mec qui est fou mentalement et qui prend des couteaux et qui va tuer des femmes, ça s'explique. Mais un mec qui est conscient de ses actes, qui ferme les yeux sur ce qu'il fait, est-ce que c'est pas pire? Est-ce que c'est pas pire un trader qui tue des centaines de milliers de personnes avec la faim plutôt qu'un mec qui sort et qui poignarde la première personne qu'il a vue, parce que le mec il a disjoncté. Mais bon, c'est la réalité de ce monde et on vit dans un monde dégueulasse. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire qui me touche, c'est la disparition et la mort d'un enfant. Vous savez, à chaque fois que votre enfant il ouvre la porte, il sort dehors, c'est potentiellement la dernière fois que vous le voyez vivant. Steve Jobs, qui était un homme milliardaire et patron d'Apple, il avait dit un truc incroyable, il avait dit que la mort, c'est l'un des plus beaux éléments de la vie. Parce que savoir qu'il y a une fin, ça doit nous permettre d'apprécier chaque jour comme si c'était le dernier. Et c'est pareil avec vos enfants, c'est pareil avec vos proches. Donc aimez vos enfants, aimez vos proches, ne vous prenez pas la tête sur des détails inutiles. On va commencer l'histoire de Kathy Coleman. Si tu as des enfants et que tu les saoules toujours, tous les matins avec des phrases du style « S'il y a un inconnu qui te parle, ne lui parle pas, n'accepte pas des bonbons, ne t'éloigne pas trop », eh bien malheureusement on est en 2024 et on vit dans un monde où tu as totalement raison. Le 25 janvier 2005, nous sommes dans la ville de Crosserville, dans l'état d'Indiana, en Amérique du Nord. L'Amérique du Nord, c'est un pays fabuleux, terre de liberté, pays de l'hamburger, mais aussi des tueurs en série. Et la ville de Crosserville, c'est une petite bourgade paisible de 2000 habitants où tout le monde se connaît et jamais rien ne se passe. On est dans une petite ville d'à peine une trentaine de rues. Dans cette ville, il y a une mère de famille du nom d'Angela Coleman qui est en train de faire à manger. Et comme on a tous vécu cette situation, il lui manque un ingrédient et naturellement, elle appelle sa fille Kathy Coleman de 10 ans et elle l'envoie au supermarché le plus proche pour qu'elle lui ramène ce qui lui manque. Il est 15 h et comme à son habitude, Angela Coleman, elle sait qu'il faut une demi-heure pour faire l'aller-retour. Donc elle sait que sa fille elle doit être rentrée à 15h30. Sauf que, comme à son habitude, Kathy Coleman, c'est une gamine de 10 ans, elle rencontre des amis dehors, elle parle avec le voisin, elle regarde les bonbons dans les étalages, et donc généralement elle rentre vers 16 h. Mais elle n'a jamais dépassé 17 h, parce que 17 h, c'est l'heure où son père rentre. Et son père, quand il rentre à la maison d'une journée crevée, il veut voir sa femme et sa fille. Tu l'auras compris, quand le père, John Coleman, rentre du travail, il va vivre le pire des scénarios qu'il puisse l'imaginer. Alors le deuxième scénario le plus pire, c'est de trouver sa femme dans son lit avec le voisin. Mais le premier scénario, c'est de rentrer du travail, retrouver sa femme devant le pavillon, qui l'attend en pleurs et qui lui dit « Kathy n'est pas rentrée. On ne sait pas où elle est, elle a disparu. » John Coleman, il va essayer de rassurer sa femme Angela, il va lui dire « Écoute, toi retourne à la maison, appelle les amis de Kathy, appelle les voisins pour savoir si elle n'est pas restée chez une voisine à discuter. Moi, je reprends ma voiture et je vais faire plusieurs tours du quartier pour voir si elle n'est pas en train de jouer dehors et qu'elle n'a pas vu l'heure passer. » Les heures passent, les coups de fil aussi, et malheureusement, la petite, elle est ni chez la voisine, ni chez le voisin, ni chez une amie. Le père, il a pris sa voiture, il a fait plusieurs tours de la ville et malheureusement, ils n'ont pas retrouvé la petite. Ils vont donc au commissariat pour déclarer la disparition de leur fille de 10 ans. Et les policiers qui les accueillent, ils essayent de la rassurer du mieux possible. Vous savez, on est dans une ville américaine où ça fait 25 ans qu'il ne s'est rien passé de grave. Tout le monde se connaît dans cette ville, c'est une petite ville et même le policier va leur dire, vous savez, des enfants qui décident de jouer un peu plus loin que leur pâté de maison et de ne pas prévenir leurs parents, il y en a tous les soirs. Il n'y a rien de grave. Rentrez chez vous et nous, on va mener l'enquête et on va vous ramener votre fille. Donc l'enquête commence pour les policiers et qui décident de retracer le chemin de la petite Kathy. Et effectivement, elle a bien été vue par le caissier du supermarché et elle a bien fait les courses que sa mère lui a demandées. Et beaucoup de témoins disent l'avoir vue à 16 h sur le chemin du retour. Et après ça, plus de nouvelles de la petite fille de 10 ans. C'est comme si elle avait disparu sur le chemin du supermarché et de chez ses parents. Les policiers, ils ont continué à chercher, mais la nuit commence à tomber sur Crosserville. Il y a un grand nombre de volontaires, de voisins, d'amis du couple qui viennent et qui disent à la police « On va vous aider à chercher cette petite et à la retrouver ». Et c'est à ça normalement que ça sert les voisins et les amis. C'est quand on en a besoin que les gens viennent naturellement, ils prennent de leur temps, de leur énergie
pour retrouver cette gamine. Ils vont fouiller les maisons, ils vont crier un peu partout le nom de Cathy et il peut lui être arrivé n'importe quoi à Cathy Coleman ce jour-là. Elle a pu marcher sur une bouche d'égout et être tombée et être inconsciente, mais au bout de 24 heures de recherche infructueuse, les policiers, ils émettent l'hypothèse que Cathy Coleman n'est plus dans la ville et qu'elle a été enlevée. Comme l'affaire passe d'une disparition à un enlèvement d'enfants, le FBI est saisi pour cette affaire et des appels à témoins sont diffusés dans les journaux et télévisions locales et régionales. 48 heures après la disparition, une femme elle appelle les policiers en leur disant que oui, elle a vu Cathy, mais elle l'a vue sur le siège passager d'un pick-up blanc et que la jeune fille de 10 ans, elle n'avait pas l'air paniquée ou en pleurs. La gamine apparaissait plutôt calme. Elle va même donner une description de l'homme qui conduisait le pick-up. C'était un homme blanc, plutôt mince, avec des lunettes. À partir de là, les policiers se disent que pour retrouver Cathy, il faut retrouver le pick-up blanc. La voiture, c'est la clé pour retrouver la gamine. Le problème, c'est qu'à l'époque, le pick-up blanc, c'est la voiture la plus populaire dans cette ville. Et quasiment tout le monde en a une dans la ville et dans la région. Et les policiers, comme aujourd'hui, manquent de moyens et ils ne peuvent pas aller interroger tous les pick-up blancs des villes alentours et de la ville de Clausaville. 5 jours après la disparition de Cathy Coleman, les policiers ne savent plus trop où chercher. Comme je vous ai dit, c'est une petite ville, il y a une trentaine de rues, on a déjà fouillé tous les recoins. Mais ce matin du 30 janvier 2005, ce policier il se lève avec une idée, celle d'aller fouiller un lac situé à 25 km de la ville. Ce lac, il s'appelle le Cypress Lac et c'est un lieu qui a mauvaise réputation car fréquenté par des filles de joie et des drogués. Quand le policier il arrive et il observe le lac, il aperçoit il y a un objet bleu qui flotte au loin, un peu comme une balle de foot. Et plus il se rapproche, et plus il comprend que personne n'a joué au foot ce jour-là, et il comprend la réalité de la situation. Il vient de retrouver le corps de Cathy Coleman qui flottait là depuis 5 jours. Quand les policiers y repêchent le corps de cette innocente jeune fille de 10 ans, ils se rendent compte qu'elle est ligotée, elle a les mains dans le dos, mais il n'y a pas de traces de coup de couteau, il n'y a pas d'impact de balle, il n'y a pas de traces de blessure. Il faudra donc une autopsie pour savoir de quoi est morte Cathy Coleman. Mais pour la police, c'est compliqué. Vous imaginez bien qu'ils n'ont ni le pick-up blanc, ni les motivations du tueur et encore moins un potentiel suspect. Mais 3 jours après la trouvaille, tu as 2 hommes qui vont venir au commissariat et qui vont faire bousculer l'enquête. Un homme de 20 ans qui s'appelle Charles Hickman, il se présente au commissariat de Clausaville et c'est le voisin de la famille. Il est connu de la famille, il est connu de toute la ville. Et il avoue aux policiers que c'est lui et un ami qui ont tué Cathy Coleman. Alors les policiers lui disent « mais pourquoi tu l'as tué ?» Alors lui il explique, il dit « voilà, moi et mon ami, on était dans une maison abandonnée et à un moment donné on fabrique de la drogue et qu'est-ce qu'on voit ? On voit la gamine de 10 ans qui arrive et qui nous voit. Elle a vu ce qu'elle ne devait pas voir, on l'a attrapée, on l'a ligotée et pour lui faire peur, on a décidé de l'emmener près du lac sur une colline qui surplombe le lac. Donc il y a la colline, il y a le lac. Ils ont décidé de l'emmener sur la colline pour lui faire peur, pour faire semblant qu'ils allaient la jeter. La petite, à ce moment-là, elle a eu peur quand elle est montée sur la colline. Elle s'est débattue, elle a glissé et elle est tombée dans le lac. Et les 2 hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Au mieux d'aller la sauver, ils ont regardé la gamine en train de se noyer, ils ont pris leurs affaires une fois qu'elle était morte et ils sont rentrés chez eux. Et aujourd'hui, ils se sentent coupables et donc ils ont préféré avouer le meurtre de la gamine. Quand les gens ils ont entendu cette histoire, ils ont dit « mais c'est quand même bizarre, c'est impossible, tu ne tues pas une gamine uniquement pour ça ». Et l'histoire elle va donner raison à ces gens-là. Parce que quand les résultats de l'autopsie sont arrivés, avant de la tuer, les coupables ont abusé de Cathy Coleman. Pour l'époque et pour la police scientifique, retrouver de la semence dans le corps d'une jeune fille de 10 ans qui est restée dans l'eau pendant 5 jours, c'était un exploit. Et il s'avère que c'est la température de l'eau qui était assez basse qui a permis une très bonne conservation de la semence. Et vous allez voir que c'est cette même semence qui va sauver la vie de 2 hommes. Quand les policiers comparent l'ADN de Charles Hickman et de son complice à l'ADN retrouvé dans le corps de Cathy, il n'y a pas match. Pour les policiers, il y a donc un 3e homme, un 3e complice qui court toujours. Et quand ils interrogent Charles Hickman en disant « bon, ok, vous 2 vous avez avoué, mais le 3e il est où ?» Charles Hickman et son complice, ils répètent en boucle « il n'y a pas de 3e homme ». Non, il n'y a pas de 3e homme, on n'était que 2. Et nous, on n'a pas abusé de la gamine. Elle est rentrée dans la maison abandonnée, on l'a ligotée, on l'a tuée. Donc les policiers ils vont émettre une hypothèse, voyant que Charles Hickman ne veut pas lâcher le morceau. Ils vont se dire que la petite Cathy Coleman, elle revenait chez elle. Il y a un homme qui l'a attrapée et qui a abusé d'elle. Elle était en état de choc. Elle a voulu fuir cet homme, elle a couru tout droit dans la maison abandonnée où il y avait les 2 hommes qui étaient en train de fabriquer de la drogue. Donc maintenant, on a récupéré les 2 hommes qui l'ont tué. Il faut maintenant récupérer le 3e homme qui a abusé d'elle et qui lui a fait vivre l'horreur pour clôturer l'enquête. Et il faut aussi se mettre à la place de cette gamine de 10 ans qui vit dans un monde de bisounours, qui vit dans un monde de naïveté magnifique, le monde des enfants, où tout est beau, où tout est magnifique. Elle se fait attraper dans la rue par un homme et il abuse d'elle.
C'est horrible. Franchement, dis-moi ce que t'en penses, mais moi, ça me fait tellement mal au cœur d'entendre ça. Je me dis, mais il y a vraiment des gens qui méritent pas de vivre, en quelque sorte. Pour retrouver ce troisième homme-là, les policiers vont partir du principe que c'est un proche de Cathy Coleman qui lui a fait ça. Soit de la famille, soit des amis, ou soit des voisins. Et ils vont prendre l'ADN d'une douzaine de personnes, incluant le père et la mère de Cathy Coleman, pour le comparer avec l'ADN de la semence retrouvée. Et même le père de Cathy Coleman, il faut se mettre à sa place, il vient de perdre un enfant. On toque à sa porte et on lui dit, écoutez, prélèvement ADN, vous êtes un potentiel suspect dans l'affaire de la fille que vous venez de perdre. Mais dans certaines affaires, il y a aussi beaucoup de parents qui sont parfois les premiers coupables de la mort de leurs enfants. Quand ils vont faire toutes les analyses de cette douzaine de prélèvements, malheureusement, ils n'ont toujours pas l'ADN qui correspond à celui retrouvé dans le corps de Cathy Coleman. Les policiers, ils insistent, tant qu'il n'y aura pas le troisième homme, l'enquête ne sera pas clôturée. Et tu vas voir qu'on vit dans un monde de fous où des gens sont capables d'avouer des crimes qu'ils n'ont pas commis. 3 mois après les aveux de Charles Hickman et de son complice, les policiers vont refouiller la colline qui surplombe le Cypress Lake, d'où serait tombée la petite Cathy. Et les enquêteurs ils vont retrouver pas mal d'objets sur cet endroit, notamment des cigarettes. Et en analysant l'ADN présent sur les cigarettes, celui-ci va matcher parfaitement avec l'ADN du prédateur tant recherché. Les enquêteurs ils ont maintenant 2 éléments sur le tueur. Premier élément, c'est que l'homme il conduit un pick-up blanc. Deuxième élément, c'est qu'ils fument des cigarettes de la marque Roger. Et ils ont de la chance puisque Roger, c'est une marque qui n'est pas très populaire à l'époque. Et dans un rayon de 60 km, on ne compte que 4 buralistes qui vendent cette marque de cigarettes. Les policiers ils vont donc ordonner à tous les buralistes de leur rapporter le moindre client qui vient acheter les cigarettes de marque Roger. Et il n'aura fallu qu'une semaine pour recevoir un signalement d'un homme plus qu'intéressant. Un homme est venu acheter des cigarettes et en plus il conduisait un pick-up de couleur blanche. L'homme a 40 ans, il s'appelle Anthony Stockelman et il n'est pas inconnu des enquêteurs, puisqu'il a été interrogé juste après la disparition de Cathy. Et il a avoué ce jour-là l'avoir vu marcher le long du trottoir, mais il a dit aux enquêteurs qu'il ne s'était pas arrêté parce qu'il avait le déménagement de sa mère à faire ce jour-là. Anthony Stockelman, il est en train de regarder la télé, il est assez surpris de revoir les policiers toquer à sa porte une seconde fois. Et cette fois-ci, les policiers l'obligent à donner son ADN, qui sera comparé avec la semence trouvée plus tôt. Les tests ADN confirment que la police vient de retrouver le troisième coupable, celui qui a fait vivre l'horreur à cet enfant. Entre-temps, Charles Hickman et son complice, ils sont en prison depuis 3 mois. Et l'histoire devient assez bizarre parce qu'en prison, ils commencent à dire « Bon, on a fait des faux aveux. Voilà, c'est pas nous qui l'avons tué finalement. » Et quand les policiers vont se renseigner en ville, il y a plusieurs témoins qui vont dire « Le jour de la disparition, Charles Hickman et son ami, non, ils étaient là en fait. Et entre 15h et 17h, ça n'est pas possible que ce soit eux qui ont kidnappé la jeune fille. Parce que tout le monde les a vus à 15h, tout le monde les a vus à 17h, et le lac Cypress, le temps de faire un aller-retour, 25 km, ils n'auraient pas eu le temps de faire ça. Il y a aussi un autre élément qui est bizarre pour les enquêteurs, c'est que leur ADN, il est nulle part sur Cathy Coleman. Ni sur la scène du crime, ni sur le corps de la gamine, ni sur la corde qui lui a servi à être ligotée. Ils sont nuls. Dans la scène du crime, ils n'existent pas. Il y a plusieurs médecins qui vont se dire que Charles Hickman et son complice, ils étaient tellement drogués ce jour-là, ils ont eu une hallucination collective. Alors peut-être les deux ils se sont parlé en étant drogués, etc. Et leur cerveau, il a interprété leurs paroles. Du coup, les deux, ils étaient sûrs d'avoir tué la gamine. Et imaginez que si on n'avait pas retrouvé la semence dans le corps de la gamine, et si les policiers ne s'étaient pas dit non, tant qu'on n'a pas de troisième homme, on continue, eh bien ces deux hommes, ils auraient été condamnés à la peine de mort pour un meurtre qu'ils n'ont pas commis sur la base de leurs propres faux aveux. Des fois, les États-Unis, c'est un pays qui me dépasse, c'est un pays qui nous dépasse tous. Les États-Unis sont capables du pire comme du meilleur. Le 25 janvier 2005, Anthony Stockelman il effectuait le déménagement dans la maison de sa mère, maison qui se situe sur le chemin du retour de Cathy Coleman. Il a réussi à attirer la jeune fille, je ne sais pas comment, chez sa mère et il a abusé d'elle sur un matelas blanc. Les enquêteurs y retrouveront le matelas blanc plus tard chez la mère de Anthony Stockelman, mais ils retrouveront aussi des fibres de ce matelas sur le corps de Cathy Coleman. Une fois qu'il avait fini, il l'a ensuite ligoté, il l'a mise dans son pick-up côté passager et les enquêteurs pensent que Cathy Coleman tellement elle était traumatisée, en fait, elle est restée calme. Voilà, elle était en état de choc et elle n'a pas bougé comme ça, elle était comme ça. C'est horrible, hein. Franchement, je vous raconte des histoires horribles, je sais, je m'en excuse d'ailleurs. Puis ensuite, il l'a amenée sur la colline du lac et il l'a jetée par-dessus la falaise. Et pendant que la petite, elle était ligotée et elle se noyait dans l'eau, il a allumé une cigarette et il a observé jusqu'à ce que l'ange de la mort il vienne récupérer la petite et ensuite il est retourné chez lui. En échange qu'il plaide coupable, Anthony Stockelman il échappera miraculeusement à la peine de mort et il sera condamné à une peine de prison à vie.
nourri par l'argent des impôts que paiera le père de Cathy Coleman. Bien sûr. Le paradoxe dans ce jugement, c'est comment un homme qui a donné la mort aussi facilement à une gamine qui n'avait rien demandé, lui, il arrive à échapper à la peine de mort. Moi, il y a des trucs dans la vie que je ne comprendrai jamais. En attendant, Anthony Stockelman, il pensait que l'affaire était finie pour lui et qu'il allait finir ses jours tranquillement en prison. Mais en prison, il doit faire une rencontre. Il va rencontrer le cousin de Cathy Coleman. Anthony Stockelman est incarcéré dans une prison de l'État d'Indiana. La même prison où se trouve incarcéré Jared Harris, 22 ans, le cousin de Cathy Coleman. Généralement, les autorités, ils essayent de faire en sorte que personne de la famille de la victime soit enfermé avec le tueur présumé. Voilà, c'est pour la sécurité du tueur. Ils pensent quand même à la sécurité du tueur. Vous avez vu comment ils sont incroyables, ils sont gentils avec les tueurs. Le 22 septembre 2006, Jared Harris entre dans la cellule d'Anthony avec un cutter. Il lui place sous la gorge et il lui demande d'obéir. Quand Jared Harris il sort de la cellule, il laissera un souvenir indélébile à Anthony Stockelman sur le front. Il lui aura tatoué la revanche de Cathy. Pour que chaque fois que Anthony Stockelman il se regarde dans un miroir, ça lui rappelle l'horreur qu'il a effectuée ce 25 janvier. Quand je vous ai dit que la justice américaine, elle était parfois sans pitié, vous allez le voir maintenant. Jared Harris, il devait sortir dans 6 mois. Il n'avait plus que 6 mois à faire de prison. Mais pour cette vengeance, les autorités lui rajouteront 7 ans de prison ferme, à l'isolement. Moi, je trouve que c'est quand même beaucoup, 7 ans de prison juste pour un tatouage. Voilà, c'est un peu abusé, mais c'est la justice. La loi est dure, mais c'est la loi. Jared Harris, il dira plus tard que jamais il ne regrettera son acte en mémoire de sa cousine décédée.